Bonjour à tous. Merci d'être connectés avec nous pour cette webconférence sur l'Observatoire des anomalies équines. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Margot Sabac, je suis ingénieure de développement à l'IFCE, spécialiste génétique et sélection. Je vais vous présenter l'Observatoire des anomalies. Je vous annonce en introduction que je ne suis pas vétérinaire, donc s'il y a des questions sur des cas cliniques, sur vos chevaux avec des diagnostics vétérinaires, je ne pourrai pas y répondre pendant la webconférence. On pourra y revenir avec la vétérinaire qui s'occupe de l'Observatoire des anomalies dans un deuxième temps, mais je ne pourrai pas répondre à vos questions aujourd'hui. L'idée de cette webconférence, c'est de vous présenter l'Observatoire des anomalies équines, qui est un outil qui est accessible à tous. Donc on va déjà faire quelques rappels, notamment sur, les maladies génétiques. Qu'est-ce qu'une maladie génétique? Quel mécanisme? Comment elle peut s'exprimer? Et cetera. En deuxième temps, on verra l'observatoire en lui-même, comment il fonctionne, puis quelles sont les anomalies à déclarer dans l'observatoire et comment vous pouvez faire pour déclarer ces anomalies. Les maladies et anomalies génétiques, quel mécanisme? Il faut revenir à des bases. Qu'est-ce qu'une maladie ou une anomalie génétique? Une maladie ou une anomalie génétique, c'est souvent lié à une mutation de l'ADN, donc c'est-à-dire une modification dans l'information génétique, d'un individu, hein, d'un mammifère, d'un équidé, d'un humain ou d'un chien, par exemple, et cette mutation va faire que l'allèle qui devait s'exprimer à la base ne va pas pouvoir s'exprimer correctement et cette petite modification peut avoir des conséquences plus ou moins graves parce qu'on peut, par exemple, dans le cas du poulain, Overo, aller jusqu'à la mort de l'animal, une mort engendrée par une mutation responsable d'un gène de coloration. Donc cette mutation, elle peut être à l'origine de maladies génétiques ou elle peut, passer complètement inaperçue si, elle n'est pas sur une partie, d'ADN ayant un rôle, primordial. Si cette mutation est sur l'ADN qui est dans le noyau des cellules, elle va en général se retrouver dans les gamètes, donc dans les ovules et les spermatozoïdes, et va être transmise au poulain. Si une mutation est dans l'ADN mitochondrial, donc qui est dans les mitochondries, notamment pour les reproducteurs mâles, elle ne sera pas transmise au poulain, mais pour l'instant, on n'a pas de maladies génétiques qui sont dans ce cas-là, en tout cas chez les équidés. On a des maladies ou des anomalies génétiques qui sont des maladies au sens strict, c'est-à-dire qu'il y a un ou plusieurs gènes qui causent une maladie et on a, des schémas de transmission assez simples, c'est-à-dire que 100 du génotype explique le phénotype. C'est le cas de maladies génétiques comme, par exemple, le SCID, l'atrophie cérébelleuse, mais c'est aussi le cas pour des gènes de coloration, le B, l'alzan, l'overo, et cetera. Ces maladies, quand elles sont, à transmission assez simple comme ça et que les effets de milieu n'interviennent pas, elles peuvent être diffusées rapidement, notamment, via l'utilisation de l'insémination artificielle qui permet à des étalons d'avoir une grosse production et avec le recul, on se rend compte que les maladies génétiques, on les retrouve essentiellement chez les étalons dits stars, que ça soit chez les poneys de sport ou les chevaux de sport. On sait que certains étalons, vedettes sont porteurs de maladies génétiques, qu'ils ne l'expriment pas, parce qu'en général, ils sont ce qu'on appelle porteurs sains, c'est-à-dire porteurs hétérozygotes, donc ils n'expriment pas la maladie mais ils peuvent la transmettre à leurs poulains et éventuellement engendrer, des poulains porteurs d'une maladie génétique si eux-mêmes sont croisés avec, des mères porteuses. Donc ça, c'est le cas des anomalies au sens strict, c'est celles qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on n'a pas ou peu de mal à découvrir. C'est pas forcément celles qui impactent le plus l'élevage. Celles qui sont plus compliquées à cerner, ce sont, les maladies sur lesquelles on va, avoir des effets de milieu. Pour les maladies génétiques au sens strict, le raisonnement est assez simple. Si une maladie est récessive, on ne sait pas forcément si un cheval est porteur ou pas. Il faut faire des tests génétiques pour identifier les reproducteurs qui sont des reproducteurs porteurs sains, c'est-à-dire non porteurs de la maladie. Et on va pouvoir, par des tables de croisement, faire diminuer la prévalence des différentes maladies soit en travaillant à la fois sur la voie mâle et la voie femelle, soit, ce qui est généralement fait chez les équidés, en travaillant uniquement sur la voie mâle et on voit que dans le cas de certaines maladies, comme par exemple le BJ, l'épidermolyse bulleuse fonctionnelle chez les chevaux de trait, le travail sur la voie mâle chez les traits comtois et les traits bretons a permis de faire diminuer énormément la prévalence de la maladie. Donc c'est des choses qui sont, mine de rien, assez simples à mettre en place, qui peuvent prendre quelques générations, mais qui sont assez simples.
Les maladies qui embêtent, entre guillemets, le plus les éleveurs, ce sont les maladies multifactorielles. C'est-à-dire celles pour lesquelles on a plusieurs gènes qui sont impliqués et pour lesquels des facteurs environnementaux vont agir sur l'expression de la maladie. On part alors d'une prédisposition génétique. J'ai une prédisposition à exprimer telle ou telle maladie. Et malheureusement, c'est le cas des maladies les plus connues et les plus répandues. Ici, comme exemple, je vous ai mis l'asthme sévère équin, la maladie de chien, les mélanomes, les pâtes à jus, mais on pourrait aussi mettre le cornage, l'ostéochondrose. On sait notamment que pour l'ostéochondrose, professeur Denoy a étudié plus de 600 chevaux porteurs d'ostéochondrose pour essayer de comprendre la génétique de cette maladie-là et que malheureusement, 600 chevaux, ça suffit pas pour trouver l'origine génétique de cette maladie-là parce qu'il y a plusieurs gènes impliqués et il y a aussi énormément de facteurs environnementaux et que contrairement aux autres espèces d'élevage, nous travaillons dans des élevages qui ont un petit nombre d'animaux et donc chaque élevage a ses propres facteurs environnementaux, ce qui est vraiment difficile à prendre en compte quand on essaye de trouver l'origine d'une maladie multifactorielle. Donc l'idée de l'Observatoire des anomalies, c'est d'essayer de recenser ces maladies et ces anomalies multifactorielles pour essayer de faire avancer la recherche et les découvertes sur ces anomalies-là. Le principal objectif de l'Observatoire, c'est de recenser, centraliser et consolider l'ensemble des informations en lien avec des anomalies présentes chez des équidés et tout ça va être consolidé dans une base de données unique qui va à la fois comporter des informations sur les équidés, mais aussi des informations biologiques, donc des échantillons biologiques, parce qu'ici on parle d'anomalies génétiques, donc il faut qu'on ait accès à du matériel génétique pour pouvoir mettre en évidence des potentielles mutations sur des équidés présentant des anomalies ou des maladies génétiques. Quand on a recensé et centralisé assez de cas qui se ressemblent, on peut espérer mieux caractériser ces anomalies et ces maladies multifactorielles pour essayer de trouver leur origine génétique, mais aussi les facteurs environnementaux qui font que les maladies s'expriment ou non, et ainsi avoir un retour sur le terrain pour aider les éleveurs à mieux gérer ces anomalies-là. Concrètement, comment fonctionne l'observatoire? L'observatoire, c'est un questionnaire en ligne qui est rapide à remplir, qui prend entre 5 et 10 minutes, qui est accessible sur le terrain, donc en direct depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Et la seule chose qui vous sera demandée et qui est obligatoire, c'est le numéro CIR de l'animal concerné par l'anomalie ou le numéro CIR de la mère, s'il s'agit d'un cas sur un poulain qui n'est pas identifié ou éventuellement sur un avorton. Et pour rappel, les numéros CIR sont aujourd'hui consultables en libre accès sur Info Chevaux. Donc normalement, si vous avez le nom de la mère ou le nom de l'animal, c'est quand même assez facile d'aller chercher la seule information qui est obligatoire dans ce questionnaire. Une fois que vous avez rempli ce questionnaire, donc des éleveurs peuvent remplir le questionnaire, des vétérinaires, des maréchaux, des inséminateurs. Voilà, le questionnaire est vraiment ouvert à tous. Toutes ces informations sont centralisées dans une base de données avec en plus le stockage du matériel génétique. Le stockage du matériel génétique se fait au laboratoire Franck Dincombe à Caen et tout ça est fait de manière confidentielle, c'est-à-dire que si vous remplissez le questionnaire de l'observatoire, seulement 3 personnes ont accès aux résultats que vous avez mis dans le questionnaire et le matériel génétique qui est stocké au laboratoire Franck Dincombe, le laboratoire n'a pas accès à la fiche décrivant l'anomalie du cheval en question. Donc il sait juste que ce cheval-là a potentiellement une anomalie ou que dans sa famille, il y a potentiellement une anomalie, mais il ne sait pas laquelle c'est et l'information reste complètement confidentielle. Pourquoi, j'insiste là-dessus? Parce qu'on a eu des cas, notamment avec des étalons qui faisaient la monte en liberté dans des troupeaux, un étalon en particulier qui, au cours de plusieurs années, a produit des poulains avec un membre surnuméraire et qu'on trouvait au final que la fertilité de cet étalon, pour un étalon qui faisait la monte en liberté, était assez faible. En fait, c'est pas que la fertilité était faible, c'était que les poulains naissaient avec un membre surnuméraire et que les éleveurs préféraient déclarer qu'il n'y avait pas de poulains plutôt que d'élever ces poulains avec un membre surnuméraire.
Il s'est passé cela pendant 4 années, dans 4 élevages différents, parce que les talons changeaient d'élevage d'une année sur l'autre. Et donc, si le premier éleveur avait osé, entre guillemets, parler de ces cas-là, on aurait pu se dire qu'il y avait potentiellement un problème avec les talons. Idem pour le deuxième, et on aurait pu éviter, la perte de poulains pour les éleveurs qui sont passés après avec cet étalon qui a ensuite bien sûr été réformé. Donc voilà, j'insiste là-dessus, on va pas aller dire aux voisins qu'il y a un problème, une anomalie chez vous. Il faut pas hésiter à déclarer ces cas-là pour que ça puisse avancer et que la recherche puisse profiter à tout le monde. Quelles anomalies déclarer? On a voulu laisser les choses assez larges dans le questionnaire de l'observatoire avec, quand c'est possible, des termes assez simples, compréhensibles pour tous, même si de temps en temps, il reste des noms, avec des maladies vraiment, spécifiques, des noms, vétérinaires. Donc l'idée de cet observatoire, c'est d'avoir, une déclaration assez large, à la fois sur, des poulains arrivés à terme ou même, des fœtus qui seraient, liés à des avortements ou des adultes, et d'avoir des choses assez, soit assez visibles, comme ici des malformations physiques, hein, de l'arthrogrypose, donc des pieds, retournés. Vous avez un membre surnuméraire, une queue de rat, une cloison nasale déviée. Donc déjà, rien qu'avec ces 4 exemples-là, vous pouvez voir que ce sont des anomalies plus ou moins graves pour la survie de l'animal. Un poulain avec, de l'arthrogrypose ou une cloison nasale déviée peut avoir, ses jours comptés, alors qu'un âne qui aura, par exemple, une queue de rat va survivre jusqu'à l'âge adulte sans aucun problème. Donc des maladies et des malformations qui peuvent être plus ou moins graves, des choses qui peuvent aussi, par exemple, être diagnostiquées par votre vétérinaire, de l'asthme, de la dermatite estivale récidivante, du syndrome naviculaire. Aujourd'hui, le syndrome naviculaire, j'ai envie de dire, est rentré dans la vie, de quasiment tous les cavaliers, mais à la base, le syndrome naviculaire, c'est quand même une anomalie, hein. C'est pas normal d'avoir un cheval qui a des problèmes naviculaires, ou des choses où vous savez qu'il y a un problème, mais les symptômes ne sont pas identifiés. Un cheval qui ferait, des coliques récidivantes, sans qu'on en trouve la cause, un cheval qui a des abcès, un cheval qui saigne du nez de façon récurrente sans que le vétérinaire sache pourquoi et n'arrive à trouver la cause. Voilà le genre de choses qui peuvent être, déclarées dans l'observatoire. On a voulu laisser ça assez libre pour que vous puissiez, remonter le maximum d'informations. Comment vous pouvez contribuer à l'observatoire? Il y a 2 moyens d'accès vers l'observatoire. Le moyen, j'ai envie de dire, grand public, sur le site de l'IFCE, donc accessible via, le flashcode que vous avez ici, ou pour les vétérinaires qui sont ce qu'on appelle vétérinaires sentinelles, donc c'est-à-dire les vétérinaires qui font partie du réseau du RESP. Ils ont aussi un accès via leur système de déclaration, du RESP. Le questionnaire est identique dans les 2 cas. La base de données est unique dans les 2 cas et confidentielle dans les 2 cas. On va vous demander l'identification de l'animal ou éventuellement de ses parents, et on vous demandera aussi qui remplit le questionnaire pour qu'on sache, quel est votre rôle par rapport au cheval ou à l'âne que vous nous déclarez. Est-ce que vous êtes le propriétaire? Est-ce que vous êtes le détenteur? Est-ce que vous êtes la personne qui a fait le poulinage? Voilà, et puis après, on va avoir une description de l'anomalie qui va être assez simple, avec un cheval découpé en plusieurs, «parties» entre guillemets, si je puis le dire, pour que vous puissiez, remplir assez rapidement ce questionnaire-là. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à déclarer, concernant, par exemple, l'appareil, cardiovasculaire, vous n'allez pas avoir besoin de remplir toutes les autres parties concernant, l'appareil respiratoire ou, l'appareil locomoteur. Donc voilà, on a voulu faire quelque chose d'assez simple, compréhensible pour tous, avec des choses qui peuvent peut-être, vous paraître anecdotiques. Par exemple, vous allez retrouver 4 sexes dans le questionnaire de l'observatoire, mâle, femelle. Jusqu'à présent, je pense que tout le monde, sait faire la différence. Mais on a aussi des animaux intersexués, c'est-à-dire qui présentent à la fois un appareil reproducteur mâle et à la fois un appareil reproducteur femelle. Des animaux pour lesquels, en général, c'est assez simple, il s'agit d'une trisomie XXY, des animaux qui vont pas avoir, de complications au cours de leur vie, mais qui peuvent avoir des complications, par exemple, au niveau de la vente. Comment vous vendez un animal,
qui a, 2 appareils reproducteurs mâles et femelles, vous le vendez en tant que mâle, vous le vendez en tant que femelle? Voilà, des questions que peuvent se poser les éleveurs et on a eu des cas sur, notamment sur des Shetland et des poneys de petite taille où, les éleveurs s'en étaient pas forcément rendus compte à la naissance et c'est à l'âge adulte qu'ils se sont rendus compte que ces animaux, étaient intersexués. Donc voilà, quelque chose, d'assez rapide, assez simple. On a voulu, assez simple pour qu'il soit remplissable par tous et puis en plus, du questionnaire, on vous demande si possible d'envoyer du matériel génétique, donc soit du sang, 2 tubes, DTA, c'est-à-dire les tubes violets, prélevés par votre vétérinaire. Pas à envoyer, dans la minute, hein, où vous faites le questionnaire bien sûr, mais quand le vétérinaire vient, s'il peut prendre du sang et s'il peut l'envoyer à un moment où il fait un envoi à Franck Decomble, c'est très bien. Si, il s'agit d'un animal, qui, malheureusement est mort, et sur lequel le vétérinaire ne va pas pouvoir passer, assez rapidement, dans le pire des cas, j'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez prélever des crins? On retrouve de l'ADN dans les bulbes, pileux. C'est quand même un moyen de conserver l'ADN de ce cheval-là. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention quand on prend des crins, 1 à les arracher et non pas les couper, hein, parce que l'information génétique est contenue dans le bulbe, donc c'est-à-dire à la base du crin et puis 2, faire attention au risque de contamination, c'est-à-dire que si vous avez été voir un autre cheval avant, il peut y avoir mélange de crins. Mais ça, c'est valable, pour, l'arrachage de crin dans n'importe quel, test génétique. Donc bien se laver les mains, éviter les pulls, comme j'ai aujourd'hui avec des manches, qui attrapent tout et puis, dans l'idéal, c'est mettre un gant pour prélever les crins. Comme ça, vous arrachez les crins, vous retournez le gant et on est sûr qu'il y ait pas, d'ADN à un autre cheval, qui va contaminer les échantillons. Si vous pouvez penser à envoyer du matériel génétique, c'est bien, ça permet quand même de compléter vos déclarations parce que l'idée, c'est de voir s'il y a des mutations sur ces chevaux-là et si on n'a pas le matériel génétique, on ne peut pas, mettre en évidence les possibles, mutations génétiques. En gros, le questionnaire de l'Observatoire des anomalies, c'est un questionnaire en accès libre pour que tout le monde puisse contribuer à «éradiquer» entre guillemets, les anomalies en élevage, même si on sait que des anomalies en élevage, il y en a dans toutes les espèces, hein, que ça soit, chez, les animaux d'élevage, mais aussi chez les humains. Hein, faut pas oublier qu'on est tous porteurs de mutations, génétiques plus ou moins graves. Que toutes les informations contenues dans l'observatoire sont confidentielles, j'insiste là-dessus, hein. On va pas aller dire à vos voisins qu'il y a un problème chez vous, donc il faut pas hésiter à déclarer les informations et que participer et contribuer à l'observatoire, ça permet de faire avancer, la science. C'est une façon de faire de la science participative. On le sait que souvent, les vétérinaires ont, ce que j'appelle moi, le musée des horreurs dans leur téléphone. L'idée de cet observatoire, c'est de faire sortir ce musée des horreurs des téléphones de vos vétérinaires pour que tout le monde puisse, participer et tout le monde puisse avoir une retombée de terrain sur ces maladies génétiques quand c'est possible. L'Observatoire des anomalies équines, c'est le petit frère de l'Observatoire des anomalies bovines, l'ONAB, qui fonctionne très, très bien et en une quinzaine d'années, ils ont découvert plus d'une trentaine d'anomalies génétiques. Donc c'est la preuve que quand on a des déclarations de terrain, on peut faire avancer les choses et ça peut servir derrière, pour vous dans vos raisonnements d'accouplement pour les travails des éleveurs sur le terrain. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter cet observatoire. En lien avec cet observatoire, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous avez, les fiches Wikipédia sur, beaucoup de gènes de maladies et de gènes majeurs présents chez les équidés. Vous avez aussi un podcast sur les maladies génétiques et puis plusieurs, webconf qui sont indirectement en lien avec l'observatoire et notamment, sur, la génomique qui va arriver, assez rapidement dans notre filière et qui va peut-être aussi permettre de mettre en évidence, plus facilement certaines maladies ou anomalies génétiques.